Nicolas de Sadeler, on l'a vu, l'Union européenne conclut des accords commerciaux avec des États tiers. Ces accords contiennent généralement deux volets. L'un commercial qui compose la partie substantielle du traité, l'autre consacré aux investissements. Ma question étant la suivante, qu'en est-il de la protection des investissements ? Je rappellerai tout d'abord que la compétence en matière d'investissement octroyée à l'Union est une compétence récente qui remonte à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le volet investissement dans ces accords commerciaux comporte deux aspects. Le premier est substantiel. Il vise à octroyer aux investisseurs des régimes de protection spécifiques qui portent sur un traitement juste et équitable, sur un principe de non-discrimination, sur une compensation en cas d'expropriation, que ces dernières soient directe ou indirecte. Ensuite, un volet procédural, en vertu duquel un règlement spécifique de différend est mis sur pied et les États s'engagent à l'avance d'être attraits par les investisseurs non pas devant leur juridiction domestique, mais devant des tribunaux arbitraux qui siègent tantôt à Stockholm, tantôt à Londres, tantôt à Washington DC. Ce régime plaît aux investisseurs à mesure où il est marqué par sa rapidité, sa confidentialité, son autonomie. En effet, il permet aux investisseurs de faire l'économie de procès devant une juridiction de première instance, devant une juridiction d'appel, devant une cour de cassation. Les investisseurs reprochent souvent aux juridictions nationales d'un certain parti pris en faveur des pouvoirs publics avec lesquels ils croisent le fer. Intéressons-nous à ce volet procédural. Comment sont nommés les arbitres ? Et soit ce sont les dispositions conventionnelles, les traités bilatéraux qui déterminent les mesures, soit ce sont des régimes contractuels spécifiques. À défaut, ce sont les règles supplétives du CIRDI ou de la CNUCID qui seront d'application. Deux points doivent être mis en exergue. D'une part, le tribunal arbitral qui va connaître du différend, qui va trancher le différend qui oppose l'investisseur au pouvoir public, sera créé pour les besoins de la cause. Il est ad hoc. Ensuite, ce sont les parties qui vont fixer les règles de nomination des arbitres qui auront à connaître, qui auront à trancher le différend. Et l'autonomie des parties ne crée-t-elle pas, in fine, un risque pour l'intérêt général ? Le régime est fortement inspiré de l'arbitrage commercial, mais ils sont différenciés dans la mesure où ce n'est pas l'autonomie des parties qui détermine le choix de l'arbitrage, mais bien le traité bilatéral en matière d'investissement. Alors on reproche aux arbitres un régime de revolving door policy, c'est à la fois ils sont conseils pour des investisseurs et puis ils sont nommés dans certaines affaires en tant qu'arbitres et on leur reproche par conséquent un manque d'indépendance ou d'impartialité par rapport aux parties à la cause. Apparemment, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États constitue la clé de voûte du régime de protection des investissements. On l'a vu récemment, notamment avec le CETA ou les négociations infructueuses du TTIP. Ces mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États posent débat. Je suis d'accord avec vous, il s'agit bien de la clé de voûte de tout le régime en matière de protection des investissements. Trois observations. En premier lieu, le mécanisme est ancien et il trouve sa source dans un traité conclu entre l'Italie et le Tchad en 1969 en vue de protéger les sociétés italiennes investissant au Tchad. En second lieu, le mécanisme s'est rapidement généralisé. Il est aujourd'hui incorporé dans 2361 traités, dont 1300 ont été conclus par des États membres, soit avec d'autres États membres de l'Union, soit avec des États tiers. En troisième lieu, on assiste à une multiplication et une banalisation des contentieux, notamment des multinationales, contestent des réglementations étatiques visant à mieux protéger la santé ou l'environnement ou protéger les consommateurs, au motif que ces réglementations ont porté atteinte aux droits qui ont été consacrés dans ces traités bilatéraux en matière d'investissement. Vous auriez un exemple particulièrement frappant d'un recours d'un investisseur à l'encontre d'un État ? Prenons le cas de la société Vattenfall qui exploite actuellement 2 centrales nucléaires en Allemagne. L'Allemagne a décidé il y a quelques années de mettre fin à la production d'énergie
à partir de centrales nucléaires en vue de favoriser d'autres sources d'énergie. Vattenfall a introduit une plainte devant le CIRDI, qui est un tribunal arbitral créé sous les auspices de la Banque mondiale à Washington DC, et elle réclame des dommages astronomiques, quand bien même la société suédoise ne remet pas en cause la décision politique du législateur allemand de mettre fin à la production de l'énergie nucléaire. Pourtant, avec le CETA, l'Union européenne se targue d'avoir fait tabula rasa des différends entre investisseurs et États. Qu'en est-il? Tant le CETA que le TTIP, en tout cas pour leur version protection des investissements, ont suscité moult controverses. Consciente de ces controverses, la Commission européenne a proposé un changement de cap et de remplacer le mécanisme traditionnel RDIE par un système juridictionnel en matière d'investissement qui est composé d'une part d'un tribunal d'investissement et d'un tribunal d'appel connaissant les questions de droit et non pas des questions de fait. La Commission européenne a mis en exergue les avancées de ce nouveau système juridictionnel, à savoir la permanence des organismes juridictionnels, composés de 15 membres pour le tribunal et de 5 membres pour le tribunal d'appel. L'impartialité et l'indépendance en raison de dispositions qui préviennent des conflits d'intérêts. Et enfin, la transparence, puisque des ONG, des fondations vont pouvoir intervenir par le biais d'amicus curiae dans les affaires qui opposeront les investisseurs au pouvoir public. Alors bien entendu, ce changement de cap souligne, atteste des imperfections du régime traditionnel. À cela, il faut également ajouter que le chapitre 8 sur les investissements prévoit différents articles qui consacrent le droit à la fois du Canada, de l'Union européenne et de ses États membres de réglementer dans le sens de l'intérêt général. Et donc, selon vous, est-ce qu'il s'agit véritablement d'un changement de paradigme ou bien n'est-ce là que de la poudre aux yeux? Je crois que les changements ne sont pas nécessairement cosmétiques, il y a davantage que cela, certaines des avancées sont réelles. Mais la question fondamentale que l'on peut se poser, est-ce que le nouveau mécanisme juridictionnel respecte le principe de protection juridictionnelle effective consacré à l'article 47 de la Charte et découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme? La question est posée. On le sait, l'Union européenne constitue une communauté de droit qui s'appuie sur le système juridictionnel de ses États membres. Le nouveau système prévu par le CETA est-il dès lors compatible avec le droit européen? A priori, il y avait un problème d'incompatibilité. Plusieurs sous-entités juridiques belges, telles la région wallonne, la région Bruxelles-Capitale, la communauté germanophone, éprouvèrent des doutes quant à la compatibilité du régime prévu par le CETA avec l'ordre juridique de l'Union européenne. Pour cette raison, ils ont refusé de signer en 2016 le traité. Ils ont invité l'autorité fédérale belge à interroger la Cour de justice sur la compatibilité. Ainsi, le 30 avril 2019, la Cour de justice, en assemblée plénière, a rendu un avis sur la compatibilité. La Cour de justice a mis en exergue toute une série de clauses de sauvegarde qui prévenaient que le système juridictionnel futur vienne à empiéter sur ses compétences. En effet, la Cour de justice dispose du monopole de la compétence de l'interprétation des règles de droit de l'Union européenne. La Cour de justice mit en exergue que le système juridictionnel prévu par le CETA ne pouvait ni appliquer ni interpréter le droit de l'Union européenne, que le droit de l'Union européenne, s'il intervenait dans le cadre d'un litige, ne pouvait être pris que comme fait et non pas comme source juridique. Il s'ensuit que le monopole de la juridictionnelle à la Cour de justice ne serait pas remis en cause par le chapitre 8 du CETA. Alors à cela, il convient d'ajouter qu'il y a une différence majeure qui oppose la jurisprudence Achmea à laquelle j'ai fait écho tantôt. Dans l'arrêt Achmea, en 2018, la Cour de justice a conclu que les juridictions d'arbitrage prévues par les différents traités bilatéraux en matière d'investissement conclus entre les États membres portaient atteinte à un principe de confiance mutuelle qui s'impose aux juridictions nationales. Ce sont seules ces juridictions nationales qui peuvent connaître des différends qui opposent les investisseurs européens aux États membres de l'Union européenne. En revanche, dans l'avis qu'elle a rendu en matière de CETA, la Cour de justice met en exergue un principe de réciprocité entre le Canada et l'Union européenne. Ainsi, les investisseurs canadiens doivent-ils introduire leur contentieux devant le nouveau système juridictionnel prévu par le CETA,
à l'encontre des autorités de l'Union européenne ou des États membres, et vice-versa, les investisseurs européens doivent introduire le recours devant le même système juridictionnel à l'encontre des autorités canadiennes, qu'elles soient fédérales ou provinciales. Ce mécanisme n'empiète donc pas sur l'autonomie institutionnelle de l'Union européenne? C'était précisément un des reproches formulés par l'État belge dans sa requête d'avis auprès de la Cour de justice. La Cour de justice a pris note que les auteurs du traité s'étaient livrés à un véritable travail d'orfèvre en multipliant les clauses selon lesquelles l'Union européenne, tout comme le Canada, peuvent poursuivre un haut niveau de protection de l'environnement, de la protection des consommateurs ou de la santé. L'analyse n'est-elle pas trop formelle? A priori, on pourrait observer que le recours intenté par l'investisseur contre le pouvoir public porte uniquement sur la compensation en raison de la perte de profit découlant de la mise en application de la réglementation. La réglementation comme telle n'est pas remise en cause. Or, cette analyse peut paraître très formelle dans la mesure où les condamnations à répétition prononcées par une instance arbitrale peuvent dissuader le pouvoir public à maintenir le niveau de protection requis par le droit constitutionnel ou par les traités fondateurs de l'Union européenne. Au final, le nouveau régime d'investissement prévu par le CETA permet-il d'intégrer les exigences du droit de l'environnement? Un premier rappel, vous avez insisté sur la distinction à opérer entre le volet commercial et le volet investissement en début d'interview. Le volet commercial est déjà d'application provisoire, le volet investissement ne l'est pas encore et devra être ratifié par les 27 États. Deuxième point, notre ordre juridique repose sur une valeur fondamentale, à savoir l'état de droit. Il répond à un principe essentiel, le principe de la démocratie. Il s'ensuit que le législateur doit disposer de suffisamment de marge de manœuvre pour composer avec les différentes facettes de l'intérêt général. Dans le cas de cet intérêt général, il faut aujourd'hui réserver une très grande importance à la protection de l'environnement en raison de la crise écologique et de la crise climatique à laquelle nous faisons face. Dernière observation. Un investisseur belge ne pourrait-il pas avoir confiance dans l'indépendance et l'impartialité des juges canadiens? Un investisseur québécois ne pourrait-il pas avoir confiance dans l'indépendance et l'impartialité des juridictions françaises? Poser la question, c'est déjà y répondre.